Je pense que quand on rentre sur un secteur concurrentiel et qu'on n'est pas soi-même affilié, ça peut être très intéressant de faire de la pub. Si tu es très agressif, tu peux vite prendre des parts de marché aussi. On peut, je pense, encore aujourd'hui, avec des pubs, vraiment faire une diff et avoir un gros edge sur ses concurrents. Je pense que quand on veut se lancer dans un petit marché, aller payer des gros influenceurs, c'est trop cher. Avec les Wizards, notre storytelling, par exemple, nous, c'est un peu notre histoire, notre passé, ce qu'on a fait. On a complètement inventé, imagine. Peut-être. La réalité, c'est qu'en tant qu'influenceur, entre très gros guillemets, on peut créer le besoin, en fait. C'est important qu'il y ait l'histoire qui soit racontée. Les gens s'attachent aussi à l'histoire. Est-ce que c'est pas dangereux de construire quelque chose uniquement sur ta personal brand? Cette légitimité que vous allez acquérir, ça, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Et peu importe le secteur que vous souhaitez attaquer, aujourd'hui, c'est sans doute l'une des meilleures opportunités pour pénétrer un marché concurrentiel. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony. Salut les gars. Salut. Salut. Le Wizard Podcast, c'est un épisode hebdomadaire tous les jeudis midi où on parle de plein de choses autour du web, du business, du marketing. Voilà, et on traite différents sujets. Nous, ça fait 10 ans qu'on fait ça. On a fait pas mal de trucs différents. Donc, on en discute entre potes pendant le podcast. En description, vous avez des liens pour différentes choses et notamment pour une formation gratuite sur un business qui est la vente de liens. C'est un business que vous pouvez lancer en, par exemple, side business ou pas forcément. Vous pouvez en faire quelque chose de plus gros. On a fait une formation dessus. Vous pouvez jeter un œil et comme ça, vous pourrez découvrir peut-être quelque chose de nouveau. Et pour le sujet du jour, on a décidé de discuter de comment percer dans un marché concurrentiel sans avoir des tonnes d'argent. On va le dire tout de suite, mais ce qui ne veut pas dire que vous allez vous lancer dans un marché concurrentiel avec littéralement 0 €. Ça risque d'être compliqué. Mais c'est en gros comment, c'est un peu David contre Goliath, comment quand il y a déjà des géants dans certains domaines, eh bien réussir à vous faire une place et vous faire connaître. Les gars, est-ce que vous voulez commencer sur un point? Moi, je me suis noté quelques trucs, mais je pense qu'on va avoir des points qui se recoupent. Sans doute. Vas-y, Anto. Oh, vas-y, toi. C'est toi qui commence toujours. À chaque fois, tu nous envoies la patate La chaude. patate chaude. Par où commencer alors? Vas-y, prends un point au hasard. Moi, j'ai mis créer des éléments, mais après, c'est très SEO. Par exemple, je reprends le cas des élections avec tout ce qu'il y a eu sur Front Populaire. C'est Front Populaire? Non, c'est Front quoi? Nouveau Front Populaire, je crois. Nouveau Front Populaire. Avec le nouveau grille des impôts, etc. Mais tu vois, si tu crées des petits comparateurs ou des choses comme ça peut te créer de l'attraction, de la visibilité sur des projets. Et après, à toi de les transformer en site. Tu vois, tu peux t'en servir pour avoir des liens gratuits sur des très très gros médias. Tu vois. Tu dis par exemple, genre le calcul des nouveaux barèmes d'impôts. Toi, tu aurais fait par exemple un tool qui, tu mets ton revenu et ça te permet de calculer avant, après ou des trucs comme ça. C'est ça, si tu es assez smart dans le timing, tu peux vite te faire reprendre par des médias, etc. Et après, c'est un site que tu peux transformer en affiliation banque ou même tu as déjà un petit site sur l'affiliation banque et tu montes ça rapidement. Je pense qu'il y a moyen de prendre des leads et prendre des très très gros liens et de commencer avec très peu de budget sur ce genre de thématique. Qui peut être après, ça peut être un énorme avantage sur le temps, quoi, sur la durée. Ça me fait penser à une strat qui avait été faite il y a longtemps. Alors, je ne sais plus par qui et je ne sais plus dans quelle stratégie, quel objectif, mais je me rappelle d'un truc. Il y a une personne qui avait catch énormément d'emails à l'époque en faisant des sortes de pétitions en ligne ou sondages, je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était à l'époque de Naruto ou c'était peut-être pour qu'il y ait une nouvelle saison de Naruto ou un truc comme ça et qui avait fait une pétition. Je dis Naruto, mais ça se trouve, c'était pas du tout Naruto. Franchement, je me rappelle plus du truc précisément. Mais en gros, c'était plein de gens se plaignaient de quelque chose qui se passait dans un univers orienté manga, de souvenirs. Il y avait une page qui avait été faite, vraiment une page archi simple en mode pétition pour la nouvelle saison de Naruto, par exemple. Et plein de gens rentraient leur email et cochaient, enfin, il y avait la case cochée qui disait qu'ils acceptaient de recevoir des offres ou des trucs comme ça, ou liés au manga. Et derrière, je crois que les emails étaient shout régulièrement avec là des offres d'affiliation, par exemple. Là, on parle d'affiliation, mais quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, une boutique de vente de figurines manga,
ça peut être un moyen de faire un gros truc, de profiter d'un buzz qu'il y a pour du coup avoir plein de leads récupérés comme ça et derrière envoyer de l'email, nouvelle statuette de Sangoku ou je sais pas quoi et voilà, et ça peut être une façon de faire. Et c'est vrai que tous ces trucs-là, c'est souvent assez sous-coté, hein. Ouais, c'est Parce sûr. que faut le propulser, peut-être chiant à mettre en place, alors que par exemple l'histoire de la pétition, une pub sur Facebook, et je pense que c'est parti, hein. Ouais, c'est sûr. Clairement. En plus, pétition, c'est viral parce que les mecs les partagent dans leur communauté et tout. Ouais, Et ça peut aller très très vite. Ouais, ça me dit vaguement un truc, cette histoire de pétition. C'est pas un énorme business où il n'y a pas énormément de gens justement qui font de l'acquisition mail uniquement si, il y via de la a pétition. change.org, ils font ça. Le vrai truc de pétition derrière, c'est. Il me semble, change.org, il me semble que c'est le gros truc de finance. Ok, donc explique. Le gros truc que tout le monde travaille là. Agora, c'est Agora? ça? Ouais, il me Ouais. semble que chez change.org, où ils vendent les leads, enfin, ils sont en partenariat ou des choses comme ça sur Ok. ce business-là. Ok. Donc Border, en c'est le gros, cas, mais bon. En gros, là, on va parler un petit peu d'un sujet qui t'a longtemps animé, Franck, c'est le growth hacking, parce que c'est exactement ça finalement. Ouais. Le sujet du jour, c'est comment arriver à avoir des résultats conséquents avec un budget qui l'est moins, quoi. Ouais. Euh, Bah, je pense que t'as un point si tu veux. Moi, j'en ai plusieurs justement, un truc border, mais ou non, pas forcément border du tout d'ailleurs. J'en ai quelques-uns. Pour moi, le point vraiment, vraiment cool, c'est de faire de l'affiliation. Ah oui. C'est-à-dire que si jamais je vous dis une bêtise, mais demain, on vous lancez un programme dans la rencontre, parce que, je sais pas, vous lancez un site de rencontre, mais pas un site de rencontre d'affiliation ou présenter d'autres sites de trucs, juste un service qui va permettre à des gens de se rencontrer et de faire connaissance et plus si affinité. Et ben pour moi, le meilleur moyen d'avoir de la visibilité sur un marché dans lequel vous allez étouffer, c'est d'avoir des contacts avec les affiliés et de leur proposer surtout des deals qui sont des bons deals. Voilà, de respecter vos affiliés, de bien les payer, et ça peut vraiment beaucoup vous aider à croître. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment un petit peu ça. Moi, j'ai 2 cas concrets par rapport à ça. Déjà, Lucide aujourd'hui, mon SaaS, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup poussé par les affiliés. Ça, c'est la première chose. Donc, on fait, là, le mois est un peu plus creux et on fait, je crois, 500 inscrits sur le site ce mois-ci. Et sur les 500, il y en a une très grosse partie qui sont tagués par les affiliés directement parce que c'est des gens qui se positionnent en SEO, etc. Et que nous, on récupère les inscrits derrière et que si jamais il y a une vente, eh bien, l'affilié récupère un pourcentage de la vente pendant 2 ans. Donc ça, pour moi, c'est vraiment énorme. Est-ce que dans le cas de Lucide, tes liens d'affi, c'est sur le site Les Wizards? Parce qu'en plus, tu peux t'en servir pour ta stratégie de netlinking, si t'es smart. C'est-à-dire, Bah, genre, si tes liens traqués, comme Amazon. Amazon, c'est amazon.com/machin. Tu vois, mais si en plus de gagner de l'argent sur tes commissions, les gens qui te font un lien sont sur des blogs et tout, ça te fait ton linking gratuit pour ta ouais, marque. bien sûr. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu l'objet. Et puis, les gens, même sans affiliation, commencent à en parler. Mm. En fait, le gros avantage de l'affiliation, c'est que, et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les affiliés, mais c'est une réalité, c'est que vous contribuez à l'image de la marque au global. Et qu'en contribuant à l'image de la marque, bah, la marque grossit. Il y a plein de gens que vous faites rentrer en affiliation, vous êtes rémunéré pour ça, mais qui vont peut-être en parler à un ami, à machin. Et cette personne-là, par contre, vous n'avez pas de commission dessus. Donc, quand on est la marque, en l'occurrence, on bénéficie de tout ça. Et en effet, comme tu le dis, ça fait des liens au travers des affiliés, mais aussi parce que, bah, vu qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de vous, vous devenez quelqu'un. Et donc, vous pouvez assez facilement avoir des liens organiques, du trafic qu'il est aussi. Aujourd'hui, bizarrement, on n'a pas du tout optimisé la partie SEO. Enfin, on n'a pas travaillé là-dessus en tout cas. Et on a, je crois, une 80 visites organiques depuis la GSC au quotidien, que ce soit sur notre marque ou sur certaines requêtes connexes. Mais je pense que parce que Google a compris qu'on était un acteur, donc même si on n'a pas vraiment de stratégie avancée, ben, on a quand même un petit peu de visibilité sur cette partie-là grâce aux liens qu'on a reçus, mais je n'ai même pas regardé ce que ça donnait concrètement.
Mais en tout cas, l'affiliation, c'est top. Et pareil sur la partie vente de formation, l'affiliation, c'est vraiment Romain de Affi SEO qui a un petit peu promu un de mes derniers lancements. Et c'est cool, quoi, en vrai. Et puis même avec les Wizards, au final, sur le dernier lancement, ça a fait quelques ventes aussi. C'est toujours une bonne chose, quoi. Parce que derrière, c'est des gens qui rentrent au sein de votre écosystème, ou ce que vous allez pouvoir potentiellement upsell. Donc, je pense que quand on rentre sur un secteur concurrentiel et qu'on n'est pas soi-même affilié, mais qu'on a vraiment un service à proposer, ça peut être très intéressant de faire de l'affiliation. Surtout si t'es très agressif, tu peux vite prendre des parts de marché aussi. Hein. Ouais, Bah, à mort. De toute façon, on va sans doute faire une interview avec de personnes qui font du e-commerce dans un domaine très concurrentiel et qui, en quelques années, ont bouffé tout le marché grâce au début uniquement à l'affiliation. Hein. C'est juste qu'ils ils sont arrivés, ils ont dit, bah nous, on est prêt à ne même pas être break-even au début. Ils ont mis des années, ils ont mis beaucoup de temps avant d'être break-even. Quand ils ont tout restructuré, ils font 500K mois, quoi. Enfin, c'est des chiffres qui sont vraiment conséquents. Et voilà, ils ont bouffé un marché entier non, pas juste, c'est pas vrai. Disons que ça leur a permis de se propulser grâce à l'affiliation. Et derrière, tout en a découlé, viralité, réseaux sociaux, enfin tout, quoi. Oh, t'as la visibilité gratuite, en fait. Ouais, Enfin, c'est gratuite, ça. elle te coûte de l'argent, mais... Elle te coûte beaucoup d'argent, parce que si vraiment tu veux attirer des affiliés, c'est le problème, c'est que beaucoup de gens ne se rendent pas compte du potentiel de l'affiliation et en gros, ils font trop les rats à donner 5%. Enfin, c'est claqué, ça intéresse personne. Alors que quand tu donnes des gros chiffres, bah, évidemment, les affiliés ils seront tentés de te mettre premier partout, quoi. C'est évident. Et ça fonctionne vraiment trop, trop bien. Ouais. Moi, je voulais parler d'un truc où je vois beaucoup de marques pas qui se lancent grâce à ça, mais qui arrivent à percer, en tout cas sur les réseaux sociaux grâce à ça. C'est toute la partie organique sur TikTok ou les Reels, et notamment via un truc qui est très facile à partager, c'est les micro-trottoirs. Je sais pas si vous voyez un peu ces Il y trucs-là. en a énormément qui le font en publicité maintenant. Ouais, exactement. C'est le nouveau UGC un peu quand même. C'est le nouveau UGC, c'est le micro-trottoir. Parce que je sais pas si... Je suis ultra consommateur de ce genre de truc. Je sais pas si c'est votre cas aussi. Ouais. Non, en moi ce moment, pas du tout, mais... une quantité astronomique de micro-trottoirs. Spécialisé. non, mais parce que moi, les gens le savent, je le dis souvent dans les podcasts, mais je suis complètement zinzin. Je regarde beaucoup de YouTube. Pour le coup, je passe beaucoup de temps sur YouTube et je m'intéresse justement aux différentes méta, à plein de trucs, mais il y a aussi des contenus qui me correspondent pas mal. Et le micro-trottoir, je trouve que c'est vraiment un format de fou. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent et que je suis en ce moment pour voir un petit peu comment ils évoluent, ce qu'ils font. Et la barrière à l'entrée est franchement assez faible. Et c'est tellement facile de construire une autre... Comment il s'appelle le mec à Dubaï maintenant, Bourget, Loïc? Il n'a pas commencé comme ça? Ouais, si, je crois qu'il a commencé comme ça, ouais. Et parce que alors, le concept du micro-trottoir, là, c'est moi de ce que j'ai vu, et parfois c'est pour des marques, et parfois non, mais j'ai vu par exemple en ads, parce que vu que je suis pas très consommateur, par contre les ads, j'aime bien regarder les ads moi pour voir ce qui tourne, quoi. Et il y a des ads en micro-trottoir, et après je vais voir l'organique, et il y en a qui font pas mal aussi d'organique micro-trottoir. Et par exemple, c'est des trucs tout con, mais par exemple des culottes menstruelles, et t'as une meuf dans la rue qui interroge des filles pour parler de ça et tout, leur dire est-ce que tu trouves que c'est dégueulasse ou pas, enfin des trucs un peu en mode qui vont susciter un peu du buzz, et t'en as qui répondent des dingueries, donc ça se partage, donc ça commente, donc ça fait tout ce qu'on connaît dans la viralité. Et c'est du format qui coûte pas très cher à faire au final, je pense. Ah ouais. Clairement. Je pense d'ailleurs même un affilié sur la thématique dating. On reparle encore de cette thématique, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a un qui le fait. C'est vrai? Ouais. Ok. Tu as moyen de donner le blast? C'est sur YouTube? Il est connu? Twitter. Ok. Bon. Parce que sur YouTube, j'en ai un qui passe de temps en temps là, et qui lui, son délire, c'est il se concentre uniquement sur l'avis des femmes sur différents sujets. Et donc, et aussi sur des sujets liés à la séduction, le couple, etc., etc.
Et putain, c'est du contenu. Je dis pas que c'est pas bien ce qu'il fait, hein, je veux dire, mais c'est facile à faire, à produire. Je pense que c'est aussi facile qu'un podcast quand on connaît un peu son sujet, comme c'est le cas du Wizards Podcast, où globalement, on décide du sujet et on parle derrière. Je vous l'envoie, c'est celui-là, regarde. Ok. Je Spice. vais regarder. Je vais regarder ça. Ah, mais ça me parle en plus, ce truc. Je sais pas pourquoi. C'est marrant de faire ça sur Twitter, par contre. Je comprends pas. Grosse communauté adulte sur Twitter. Ah ouais. Ouais. Donc ouais, il y avait micro-trottoir, mais après, je pense que quand on réfléchit organique, il y a dans tous les cas des tonnes de choses à faire en organique contenu short. Je pense vraiment short pour grossir rapidement, c'est un moyen de faire parler de soi. Je pense d'ailleurs à un autre truc, là, je viens de tilter, mais il y a de plus en plus de trucs de restauration, ça fait très cheap, je trouve, mais genre à Paris et tout, où t'achètes 3 kilos de bouffe, je sais plus si j'en ai déjà parlé dans un podcast ou pas, mais il me semble que oui. Où t'achètes 2 ou 3 kilos de bouffe, t'as des fruits de mer, t'as du lobster, t'as des trucs comme ça, et c'est filmé, et tu les vois, ils arrivent avec un énorme sac plastique qui est rempli de la bouffe, et c'est versé sur un plateau et tout. Enfin, le truc, perso, ça me donne pas du tout envie, mais ça fait C'est quoi l'objectif là? C'est des restos. En fait, après, ils disent, bah nous, on est à telle adresse à Paris, venez chez nous. En fait, c'est comme des vidéos un peu à buzz, je sais pas, où ils débarqueraient, ils te montrent et ils font des putains de gros burgers géants avec plein de sauces qui dégoulinent et tout. Et en fait, ils arrivent à faire des vidéos très organiques là-dessus. Ce qui marche aussi beaucoup, c'est dans la thématique, c'est les mecs, par exemple, les Uber Eats ou les Deliveroo qui se filment en train de faire ce qu'ils font. Bon, après, là, on sort un peu du truc, c'est pas nécessairement quelque chose de concurrentiel, mais typiquement derrière, ils font je pense, des placements pour des restos ou je sais pas quoi. Enfin, c'est des audiences. Je sais pas ce qu'ils font, mais ça, j'en ai déjà vu un, par contre, qui est en skate. Ouais. Il y en a un qui est en skate, qui doit avoir un skate électrique ou un truc comme ça, et qui se filme et qui se retrouve dans des situations what the fuck. Et ça, tu pourrais presque te dire, est-ce que c'est pas Deliveroo qui finance ça, quoi, ou Uber, ou qu'importe. Je pense pas, hein, mais bon. Je pense eux, ils font juste en mode influenceur, quoi. Ouais. Mais ouais. Vous avez quoi comme autre point? Vas-y, Anto. J'ai l'exemple de Charles, que tu en as parlé, donc de commencer par des trucs un peu border pour rendre clean un gros site par la suite. Donc, l'exemple de Charles.co pour les citer. On commençait par beaucoup d'avis produits sur des produits qui étaient limite, enfin tous les produits en affiliation, et maintenant Charles.co c'est un énorme site santé. Donc, Ouais, qui font à la fois de la perte de poids, qui font de la Ouais. libido, qui font pas mal de trucs différents. Mm. Et qu'on su faire le passage, switch au la bon moment, transformation. ouais. Ouais. Justement, comment tu fais pour transformer un site comme ça en un gros site? Tu fais quoi? T'embauches, tu t'entoures d'experts, Je sais pas comment ça a vraiment démarré ce truc. En vrai. Je sais pas, par exemple, si le vrai médecin qui avait fait toutes les vidéos au début, est-ce que c'était un acteur ou est-ce que c'était le vrai médecin? Tu vois, je sais pas du tout. Je pense que t'as pas le droit de te dire médecin si t'es pas médecin. Ouais, je pense que c'est. Mais tu vois, est-ce qu'il était embauché? Parce que maintenant, il est dans toutes les vidéos, donc ça se trouve, il est complètement interne à la marque et tout. Oh, à mon avis, il est surtout cofondateur, non? Je sais pas du tout. Aucune idée. Bah, ou alors il a été associé sur Ou il a été associé, peut-être, ouais. Ouais, j'espère pour lui, en tout cas. Parce que si t'es l'image d'une marque et que t'es même pas associé et que t'as pas un pourcentage, franchement, move un peu claqué, je pense. Hein. En tout cas, maintenant c'est une clinique digitale, ils font tout, ouais, putain. Je n'ai jamais retourné dessus. Ok. Mais ouais, eux, c'est très... Bon, ça a été une belle évolution, je pense. Mais il y a pas mal de trucs comme ça. Après, là, c'est très orienté SEO, ça, pour le coup. Ouais. Ça, leur stratégie. Et je pense qu'après, ils devaient prendre de l'email et quand ils ont eu leur vrai produit, envoyer des vrais trucs, quoi. Arthur, t'as quoi? Le storytelling, qui pour le coup, pour moi, ouais. c'est aussi une bonne idée si vous souhaitez vous lancer. Donc le storytelling, c'est raconter, il faut que vous ayez un peu une histoire derrière votre projet, votre marque, et une histoire qui peut être potentiellement créée de toutes pièces d'ailleurs. J'ai pas nécessairement d'idée pour illustrer mon propos là. Tu penses par exemple aux filles avec leurs trucs de bijoux là, qui font du e-commerce?
Ouais, mais c'est pas nécessairement. Là, ce dont tu es en train de parler, c'est les filles qui, par exemple, pendant qu'elles emballent Ouais. leurs produits pour les expédier sur TikTok, elles vont justement expliquer cette cliente, elle a trompé son mari, et bon, ça plaît parce que c'est justement c'est des petites histoires. Et de manière un peu soft, on promeut un peu la marque et le produit de cette manière-là. Et on s'attache un petit peu à la personne qui est derrière. Mais pour moi, le storytelling, ça peut être directement l'histoire en elle-même. Et je vais prendre un truc pour essayer d'imager, mais pour tous ceux qui suivent les combats de MMA, par exemple, je trouve que de plus en plus, là, les médias l'ont très bien compris. Mais c'est RMC Sport, je crois, qui a les droits du MMA, en tout cas sur la partie de l'UFC, donc du coup de la grosse organisation en France. Et avant chaque combat, ou chaque gros combat, ils font des vidéos storytelling qui reprend l'histoire du mec, à quel point il a galéré dans sa vie, des rebondissements, des machins, en mode reportage ultra bien fait. Je peux vous assurer que ça multiplie la hype du combat par 50, quoi. Si vous allez voir un combat où vous savez à peine qui est en train de se battre, et vous avez connu l'histoire du mec qui, quand il était jeune, il a perdu sa mère, et après il est devenu clochard, mais en fait il s'en est sorti, et depuis il s'entraîne tous les jours, 12 heures par jour, pour ce combat-là que tu vas regarder samedi. Ça a pas le même impact que juste je vais regarder un combat parce qu'on m'a dit qu'ils étaient forts, quoi. Et cette réalité-là, je pense qu'aujourd'hui, elle existe dans beaucoup de domaines, et voire même, je pense que les créateurs de contenu, parce qu'il y a quand même une très grosse hype et une très grosse méta aujourd'hui, notamment sur YouTube, sur la partie storytelling. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour tous ceux qui suivent YouTube comme moi, vous savez par exemple qui est Ego, qui a complètement explosé avec sa chaîne et qui est sans doute l'une des références aujourd'hui sur cette partie storytelling en francophonie. Et lui, il parle par exemple beaucoup d'e-sport. Et ben typiquement, demain, l'e-sport, c'est quelque chose de très concurrentiel. C'est une thématique concurrentielle, l'e-sport. Avoir des fans, etc. dans l'e-sport, c'est par essence concurrentiel. Demain, je vais voir un mec comme ça, ou alors je fais en sorte d'avoir une vidéo storytelling vraiment bien foutue sur une chaîne YouTube qui met en avant cette partie, qui met en avant mon équipe, qui met en avant l'histoire de mon équipe, pourquoi j'ai créé cette équipe, machin, et qui va créer toute une histoire autour de mon site, de mon projet. Je pense que c'est un excellent moyen d'avoir de l'attention, un excellent moyen d'avoir une audience assez rapide, et je pense que c'est très important dans beaucoup de thématiques. Et on va le prendre à toute petite échelle avec les Wizards. Je pense que notre storytelling, par exemple, nous, c'est un peu notre histoire, notre passé, ce qu'on a fait. On a complètement inventé, imagine. Peut-être. Donc, le fait qu'on soit on s'est expatrié à Malte. Au moment où on s'est expatrié, Anto, qui était jeune à l'époque, devait venir avec nous. Ça s'est pas fait. Le nom de l'entreprise, ça s'appelle i5, mais au final, on n'était que 4 parce qu'il n'y avait pas Anto. Tout ce storytelling-là, ça fait partie du Wizards Podcast dans sa globalité. C'est important qu'il y ait l'histoire qui soit racontée. Et les gens s'attachent aussi à l'histoire. Et je pense que c'est un très bon moyen de pouvoir mettre un pied dans des thématiques un peu plus concurrentielles, de réfléchir à un storytelling en fonction de l'endroit dans lequel vous souhaitez vous positionner, quoi. Je sais pas si ça rentre dans le storytelling, mais il y a un mec qui s'appelle Tev, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Ici Japon, et qui a plusieurs entreprises, qui a l'air de faire de l'entrepreneuriat. Je le regarde pas vraiment, c'est mon cousin qui le regarde, mais qui m'en a parlé plusieurs fois, et qui a l'air de vachement raconter sa vie au Japon. Évidemment, c'est le principe de sa chaîne YouTube, mais surtout de parler de ses business au Japon. Il a des maisons d'hôtes au Japon pour ses abonnés, justement, et tout. Il a tout un... Voilà, et puis il avait un gros e-commerce sur les bonbons. Oui, c'est ça, il avait un gros e-commerce sur les bonbons, et il se filmait dans l'usine, enfin pas dans l'usine, mais en tout cas le hangar où il était, avec ses employés, avec voilà, là, ça se passe comme ça pour envoyer. Et en ce moment la difficulté, c'est que on a besoin de grossir, mais en fait on trouve pas de local. En fait, il raconte sa vie, quoi, un espèce de build-in public, on va dire. D'ailleurs, est-ce que build-in public et storytelling, c'est pareil pour toi, ou c'est deux trucs très différents? Le build-in public, pour moi, tu construis ton storytelling. Tu documentes ton storytelling. C'est encore mieux, même.
Oui, c'est aussi une très bonne manière de faire. Mais c'est ce que font typiquement, c'est un peu ce qu'on fait avec le podcast. Si les gens veulent retracer l'histoire du Wizards Podcast, ils se tapent tout depuis l'épisode 1 et ils verront comment on a évolué, comment on a modifié nos stratégies, comment on construit nos épisodes. Quoi. Enfin, aujourd'hui, qui entreprend de manière publique peut assez facilement faire du storytelling derrière. On va dire ça comme ça. Ok. Mais c'est vrai que le storytelling, c'est un vrai gros truc. Et ça rejoint le personal branding d'une certaine manière aussi. Et on peut difficilement parler d'insertion dans un marché concurrentiel sans parler de ce qui est sans doute l'une des plus grosses opportunités et forces aujourd'hui, c'est d'avoir une certaine marque personnelle, donc c'est-à-dire d'être reconnu pour quelque chose. Alors, il y a différents types de personal branding. Vous avez les influenceurs mainstream. Je vous prends en ce moment, il y en a un qui est en train d'exploser, là, mais vous, ça va pas vous parler, je pense, mais en parallèle de Squeezie, il y a Jill C qui a énormément de hype en ce moment, et on a un troisième, un plus petit avec un grand nez, je sais plus comment il s'appelle, Maxime Biaggi. Lui, il est vraiment en train de péter très très fort en France, quoi, de manière générale. Il est en feed sur énormément de vidéos, énormément de trucs. Et ces gens-là sont au courant qu'ils ont une influence monétisable depuis longtemps, mais là, on est en train de passer un cap encore, et je pense que c'est lié au fait que les stars telles que nos parents les ont connues, aujourd'hui, se rapprochent de plus en plus des influenceurs. C'est quand vous êtes un acteur connu, par exemple, vous êtes aujourd'hui pas plus une star qu'un mec qui a du succès sur YouTube à grande échelle, comme un Squeezie. Je pense qu'aujourd'hui, Squeezie est au même niveau que beaucoup de superstars françaises, quoi. Et du coup, ça leur permet de faire énormément de choses. Je pense notamment à Ibra TV ou Michou, qui sont encore une fois deux très gros créateurs français. Il y en a beaucoup d'autres en ce moment, qui lancent des Dark Kitchen. Amixem le fait aussi. Ah oui, donc, c'est vrai, j'ai beaucoup je ne sais pas si ça vous parle, le terme Dark Kitchen. Ouais, c'est la livraison Uber Eats, mais c'est des restos sans réel resto, quoi. Ouais, c'est des restos où en fait il y a juste une cuisine et on peut pas aller dans le resto, mais on peut se faire livrer sur Uber ou Deliveroo. Et ils lancent des concepts. Il y a le premier à avoir fait ça, de souvenir, c'est Fast Good Cuisine, pour ceux qui connaissent. Pour moi, le premier à vraiment l'avoir fait, c'était Seth Gecko à l'époque avec son Black and White. Hein. Black and White Burger. Black and White, ah ouais. Black and White Burger, c'est Seth Gecko, ça date. Parce que c'est marrant, c'est le même nom de burger que Ibra TV qui a lancé ça. Attends, alors dans ce cas-là, non, alors je dois confondre, mais Seth Gecko, il a lancé des burgers il y a super longtemps. Mais la Dark Kitchen, du coup, vous montez pas de resto, vous montez un concept, vous montez une marque. Non, c'est Barlou. Et vous vous placez. Mais sauf que juste les Barlou Burgers, c'était des vrais restos. Mais parce qu'il a lancé ça il y a tellement longtemps qu'il n'y avait même pas encore toute la grosse influence de la restauration rapide comme ça en livraison. Et aujourd'hui, il y a même des entreprises qui se spécialisent on va chercher un influenceur et on lui monte la marque de burger, de machin, de ce que tu veux, de toute pièce, on s'occupe de tout et on lui donne un pourcentage pour son image, mais des entreprises qui sont proactives et qui créent des marques de cuisine en boucle, quoi, poussées par des influenceurs. Donc tout ça pour dire, parce que c'est pas nécessairement le sujet, mais que là, c'est à très grande échelle sur des sujets mainstream, mais si vous êtes aujourd'hui, votre passion, c'est la pêche et que vous voulez vous positionner sur le monde de la pêche, demain, il y a le salon de la pêche à Paris, je ne sais même pas si ça existe. Si vous êtes youtubeur pêche et que vous avez une petite audience, vous arrivez à documenter ce que vous faites, à montrer aux gens ce que vous pouvez potentiellement faire autour de ça et comment vous le faites et quel matériel vous utilisez, etc., 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 les gens vont vont savoir à peu près qui vous êtes, même de loin, en tout cas une partie de la communauté qui s'intéresse à la pêche. Et cette notoriété, entre guillemets, cette légitimité que vous allez acquérir, ça, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Et peu importe le secteur que vous souhaitez attaquer, aujourd'hui, c'est sans doute l'une des meilleures opportunités pour avoir de la visibilité, pour pouvoir vendre des produits, des services. C'est vraiment très puissant. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui en sont la preuve. Je pense notamment à Théo Lyon, qui a monté son agence et qui fait un build-in public en parallèle. Je pense notamment à Antoine Blanco, qui fait un gros build-in public. Il
Évidemment, Yomi et toute la clique avec leur podcast aussi, ils ont une énorme personal brand. Mais globalement, même de manière nichée, vous allez chercher une niche spécifique, vous allez faire des recherches dessus, vous allez très vite voir qui sont les acteurs de cette niche sur YouTube ou sur Google. Mais l'avantage de YouTube ou d'Instagram ou de TikTok, c'est que vous allez vite mettre un visage. Et c'est un peu le but du personal branding. C'est que vous allez vite mettre un visage sur qui vous parle de telle ou telle thématique et qui est cette personne qui s'intéresse aux mêmes choses que vous. Mais pour moi, c'est vraiment une très très grosse opportunité pour se différencier quoi, sur des secteurs concurrentiels. Même en secteur très concurrentiel, il y a tout ce qui est SaaS, et notamment là avec les SaaS liés à l'IA et tout ça. Et il y a des gens qui sont, pas forcément que grâce à l'IA, mais je pense par exemple à Marc Lou, que Asynchrone a interviewé il n'y a pas très longtemps. Moi, j'avais essayé de le contacter, il m'avait jamais répondu. J'avais essayé aussi, il m'a répondu, mais il m'a dit qu'il n'avait pas le temps. Ah, bon, bah voilà. Mais qui du coup, lui a fait des SaaS et grâce à son personal branding, ça l'a propulsé. Et celui qui est vraiment niveau SaaS, vraiment un niveau largement, enfin qui est encore au-dessus, c'est, je crois que c'est Peter Level, il s'appelle, celui qui a Nomadlist, qui a plein de tools en tout genre. Et il a par exemple lancé des tools de photos en IA. Photo IA qui font 50K par mois avec c'est SaaS, et il en a plein qui font entre 30 et 50K par mois. Il a plusieurs tools qui tournent à ces chiffres-là. Enfin, je pense qu'il tape 200, 300K mois. Et honnêtement, ces tools IA, si il n'y avait pas eu son personal branding derrière, je ne suis pas sûr qu'il aurait eu des chiffres aussi conséquents dessus. C'est vraiment une approche qui est très différente pour les gens qui nous écoutent, qui sont éditeurs de sites et qui ont l'habitude de se positionner sur un besoin existant, sur un volume de recherche. Par exemple, si vous avez identifié que tel logiciel avait un certain nombre d'intérêts mensuels sur les SERPs, donc dans les résultats de recherche de Google en France, et ben vous allez créer votre article, mon avis, ou le meilleur machin, pour pouvoir récupérer du trafic organique intéressé. Et la différence qui est colossale avec la personal brand, c'est que aujourd'hui, par exemple, avec les Wizards, il y a quelqu'un qui peut créer un SaaS où on se dit ce SaaS c'est vraiment super. Le SaaS, il a 0 client. On en parle sur notre audience qui fait quelques milliers d'écoutes par épisode au sein d'un podcast à des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, sont des auditeurs réguliers et qui nous font un minimum confiance sur ce qu'on met en avant. Et instantanément, le SaaS en question peut avoir ses premiers clients, etc. Alors que si on avait fait avis, on cherche à se positionner en SEO, bah c'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait, c'est pas du tout la même approche. La réalité, c'est qu'en tant qu'influenceur, entre très gros guillemets, on peut créer le besoin. En fait, là où quand on est SEO, le besoin, on ne le crée pas, on surfe dessus, quoi. On va aller se positionner sur quelque chose qui existe déjà et sur quelque chose qui est déjà connu, qui est déjà une tendance d'une certaine manière. Et du coup, pour rester dans ce... Non, vas-y, Antoine. Est-ce que c'est pas dangereux de construire quelque chose uniquement sur ta personal brand, par contre? Bah, c'est un peu le problème. C'est que la personal brand, pardon, c'est fumé. Mais par contre, la personal brand, typiquement, demain, on peut pas revendre des Wizards, par exemple. C'est pas possible. Les Wizards, c'est nous. Donc, on ne revend pas les Wizards. Ça n'existe pas. Enfin, Théophile Hélier, qu'on a reçu dans le podcast, lui, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, parce qu'il a réussi à revendre son bise avec un deal particulier. Mais pour moi, c'est un truc, c'est lunaire, quoi. Ça, tu ne peux pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est tu peux propulser justement des marques, des SaaS, des plateformes, des services, etc. Et derrière ça, tu peux éventuellement rentrer au capital de ces trucs-là. Et là, tu es revendeur. Et là, le SaaS en question ne porte pas ta marque. Aujourd'hui, je te donne un exemple, mais Lucide bénéficie de ma personal brand. Donc, mon SaaS bénéficie de ma personal brand. Elle bénéficie même sans doute de celle des Wizards. Mais la réalité, c'est que demain, je peux le revendre. En aucun cas, je veux dire, tu vois, j'ai juste à changer la vidéo. Par exemple, dans un cas de Théo Lyon, tu vois, est-ce que si Théo Lyon quitte l'agence, est-ce que l'agence fonctionne? C'est l'histoire, je pense. Ah bah, moi, je sais pas. Moi, j'aurais dit que oui. Je pense que oui, mais je pense que l'acquisition est peut-être plus compliquée. Ouais, ça va légèrement dévaluer son acquisition, je pense. Mais dans l'idée, oui, quoi.
Par contre, il pourra pas revendre sa chaîne, enfin, il pourra difficilement revendre sa chaîne avec l'agence. Enfin, je sais pas trop comment ça se passerait, mais. Bah, moi, je vois deux trucs, deux SaaS dont un qui a été revendu, c'est SendShort qui vient d'être revendu. Euh, et les deux T'as une idée de cofondateurs. combien il a été revendu? Aucune idée. Je serais bien Aucune curieux. idée, mais franchement, je sais pas. Le développeur, il s'appelle Romain, il me semble. Il a fait une vidéo où il explique un petit peu la revente. Je l'ai pas, j'ai regardé très brièvement. J'ai pas regardé en entier, mais je me suis dit il faudra que je la regarde. Et je pense qu'au début, ce qu'il a vachement propulsé, c'est un des cofondateurs qui fait beaucoup de e-commerce. Je me rappelle plus comment il s'appelle, Bichente, je crois. Je suis pas. Ouais, ça me dit un truc, quoi. Je crois que donc il me semble que c'est lui qui a pas mal mis en avant, mais le SaaS n'était pas complètement lié à lui. Ça restait SendShort et il a beaucoup fait, je pense, la stratégie marketing. Et voilà, donc je crois qu'ils étaient deux cofondateurs. Franchement, je connais pas très très bien l'histoire, mais en tout cas, j'ai vu qu'ils avaient revendu ça. Et je me suis dit, bah, c'est cool, comme quoi c'est la preuve qu'avec un personal branding au début, tu peux propulser un tool, mais derrière, tu peux quand même le revendre. Lucid, je pense que c'est un exemple aussi, c'est revendable. Et là, je pense à un autre. Alors là, on parle d'un tool qui est plus gros, mais qui pourtant n'est pas si vieux que ça et qui est sur un marché ultra concurrentiel. Est-ce que ça vous parle, Finari? Un truc de Ah oui, gestion de oui, oui. patrimoine. Ouais, alors du coup, Super exemple. tu vois, Finari, ça a été monté par Mounir. Mounir, qui est un mec qui avait l'air d'être assez dans le monde des startups et tout ça, et qui donc a lancé ce tool qui est vraiment dans un. Alors là quand on parle de quelque chose de concurrentiel, là, c'est de l'ultra concurrentiel. Tout ce qui est gestion de finances et tout ça, c'est ultra concurrentiel, très compliqué de s'implanter là-dedans. Il y a aussi tout ce truc de confiance, c'est lié à l'argent, donc est-ce qu'on a confiance, est-ce qu'on n'a pas confiance, tout ça. Et en fait, Mounir Lagoun, je crois que ça se dit son nom de famille, il a monté Finari et il a vachement documenté sur YouTube et surtout fait plein de case studies, notamment par exemple case study, je gagne 100 000 euros par an, comment j'investirais l'argent pour le rentabiliser au maximum. Puis même après, ça allait encore plus loin parce qu'il y a des gens qui le contactent et qui disent, bah voilà, moi je suis développeur pour Google, je gagne 20 000 euros par mois et mon argent, je le laisse dormir sur mon compte courant. Donc hop, il prend ce cas-là et dirait, eh ben moi je ferais ça, tu peux structurer un petit peu en faisant ça. Si tu as un profil un peu gambler entre très gros guillemets, bah tu peux mettre un peu dans les cryptos parce que les cryptos peuvent t'amener un haut rendement, mais du coup tu peux aussi faire ça. Enfin bref, il explique plein de choses comme ça. Il a fait des dizaines de vidéos sur le YouTube. Le YouTube en 3 ans a quand même 150 000 abonnés et je pense que ça a largement participé à l'évangélisation de Finari, qui aujourd'hui Finari est un très gros outil utilisé par beaucoup de personnes qui investissent, que ça soit dans la bourse, dans l'immobilier ou qu'importe, parce qu'en fait, ça permet de gérer tout son patrimoine, ses cryptos et tout ça, en une interface. Et bah, son tool est énorme. Et typiquement, je pense que Mounir n'est pas. Si demain il est plus là, je pense que le tool resterait un outil très utilisé. Et en fait, il peut clairement le revendre. Il a plus besoin. C'est pas lui qui est directement là à gérer le truc. Enfin, il gère le business, mais c'est pas lié à son image directement, alors que par exemple, Ça l'est quand même un peu, mais c'est sûr que c'est pas, Alors, tu ça vois, moi, l'empêchera pas de je revendre. savais absolument pas que c'était ce gars-là qui était derrière. Si, Ok. c'est le cofondateur. Et justement, Ouais. aujourd'hui, c'est broken. Enfin, c'est très 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 puissant. Quand vous fondez justement une boîte, que ce soit une start-up ou vous avez un projet business, pour moi, c'est super important. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un super exemple. Et c'est très bien que tu aies parlé de Finari. Parce que si vous voulez aller voir sur YouTube, et même vous faites un petit tour à 360 de ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils sont proactifs et comment est-ce qu'ils ont justement pénétré un marché aussi concurrentiel, c'est en grande partie au travers de la personal brand, enfin de leur branding en général. Mais ce branding est passé par justement la présence de Mounir, le fait qu'il ait une bonne tête, qu'il passe pour un mec super sérieux, que tout est super clean, que le contenu est très bon, que le fond est très bon. Enfin, franchement, c'est vraiment top ce qu'ils font. Et ça donne confiance. Et en fait, ça humanise surtout le truc. Alors que en face, tu mets, je dis une grosse bêtise, mais tu mets la Société Générale.
bah, c'est un énorme groupe. Il n'y a pas, enfin, il n'y a pas du tout la même relation en fait avec un groupe comme ça. Et je pense que demain, les énormes boîtes de demain, ça sera des boîtes justement type Finari, mais à même à très 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 grosse échelle, avec des gens qui continuent de documenter. Et puis le jour où ils partent, tu vois, ils feront en sorte de pouvoir continuer à documenter, même si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Bah, il faudra vraiment recruter quelqu'un de très bon et qui renvoie aussi cette image très positive de la marque. Mais pour moi, c'est une super opportunité pour pénétrer un marché concurrentiel, c'est le branding. Est-ce que vous avez d'autres points que vous voulez voir? Ouais, Vas-y, quelques-uns. vas-y. Bah, ça rejoint un peu ce qu'a dit Anto, c'est commencer nicher et s'élargir un petit peu. Pour moi, c'est l'une des manières aussi de rentrer sur des marchés concurrentiels. Je reprends l'exemple du dating. Vous pouvez tout à fait commencer avec un site de dating sur je sais pas, des fantasmes ou des trucs un peu particuliers. Et derrière, plus votre site commence à faire du trafic, donc déjà, vous apprenez assez rapidement à savoir comment fonctionne l'écosystème. Vous faites vos premiers contacts, vous avancez en fait en accélérant puisque vous allez vous nicher. Et une fois que c'est fait, vous pouvez élargir votre champ d'action avec peut-être un site un peu plus mainstream ou un site qui inclut d'autres niches, par exemple, au sein même du site. Vous pouvez aller sur d'autres fantasmes, d'autres machins, d'autres orientations. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Et je pense que c'est aussi une bonne stratégie de commencer niché sans être trop niché non plus. Faut quand même que ça ait du sens. Faut qu'il y ait un marché, quoi. Mais une fois que vous avez réussi dans votre niche et que vous êtes bien positionné dans votre niche, ça vous donne accès au réseau. Parce que le réseau, c'est toujours important dans n'importe quel business. Et en l'occurrence, là, j'imagine l'affiliation derrière. Et en affiliation, c'est très important aussi d'avoir accès aux bons affiliate managers, aux bons networks et de faire vos armes. Et du coup, ça peut être une bonne option de fonctionner comme ça. Et j'ai 2 exemples de boîtes qui ont commencé petits et dans un domaine ultra concurrentiel qui est, les compléments alimentaires. La première marque, c'est Nutri&Co, qui est une marque qui s'est lancée il y a, je sais pas 3-4 ans, peut-être 5 grand max et qui a commencé en faisant, ce qu'il disait, c'est qu'il prenait des molécules enfin, il prenait, quelque chose qu'il recherchait, donc par exemple le magnésium, qui est un complément alimentaire qui est quand même beaucoup acheté. Et ils ont travaillé dessus pour faire le magnésium entre guillemets «parfait», celui qui a la meilleure absorption et le meilleur truc. Ils ont pas commencé avec vraiment un e-commerce avec des tonnes de produits. Ils ont juste fait leurs armes avec, par exemple, le magnésium, les oméga 3, je donnais 3 trucs, comme ça et puis, je sais pas moi, du zinc, par exemple. Et donc ils ont fait ça et quand ils ont commencé à avoir de la traction et à avoir des clients, ils ont commencé à rajouter petit à petit des produits. Ce qui est aujourd'hui Nutri&Co, alors qu'ils sont partis vraiment avec une base de SEO. Alors, ils avaient sûrement de l'investissement, mais c'est pas comme si c'était Boiron qui arrivait et qui essayait de lancer un nouveau produit. Ils avaient pas des millions à mettre sur la table. Ils ont commencé petit et ils ont vraiment grossi. Et aujourd'hui, c'est une marque qui est majeure dans le domaine de la vente de compléments alimentaires. Et une autre marque auquel je pense, c'est une marque qui s'appelle Dijo, qui est une marque pour les femmes, pour gestion du ventre, des ballonnements et tout ça. Leur cible, tu sens vraiment que c'est pour les femmes. Elles, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont lancé au début avec juste un produit. Et en fait, maintenant, elles commencent à avoir différents produits avec des probiotiques et elles ont scale ça. Maintenant, tu peux même avoir des rendez-vous avec des diététiciens en ligne qui te donnent des conseils et qui, je suppose, évidemment, doivent te vendre derrière les produits de la marque. Et elles, pareil, elles ont commencé vraiment petit. Alors, elles ont vraiment été propulsées parce qu'elles sont allées faire, l'émission de télé, là, où tu passes devant des Ouais, sur entrepreneurs. M6, ouais. Ah oui, Qui veut être mon associé? Qui veut être mon associé? Voilà. Elles sont allées là-bas, elles ont pas pris l'argent. En gros, elles en ont profité pour se faire un méga coup de pub, je pense et il me semble qu'elles ont refusé les deals, qu'on leur proposait. Mais ça les a quand même fait exploser et elles sont même repassées une deuxième fois sur l'émission et j'ai aucune idée de si elles ont pris des sous ou pas. Mais ça les a vraiment propulsées là-dessus. Et voilà, et c'est des marques qui ont, comme tu disais, commencé plutôt petit, très niché et qui se développent petit à petit. Et je pense que ça, c'est vraiment une très bonne chose. Heu
Et pour un petit peu rester dans vos histoires de contenu et tout ça, vu que vous parliez un peu de la partie SEO pour les contenus, ça vous parle Wallaxy comme SaaS? Ouais. De nom, ouais. Sur le truc LinkedIn, là. Ouais, c'est pour faire de la prospection LinkedIn. Et il me semble qu'une des grosses stratégies qu'ils ont fait, évidemment, c'est de faire déjà énormément de contenu vraiment orienté SEO, des énormes guides, des énormes tutos qui font qu'ils faisaient beaucoup de trafic. Et surtout, ils ont fait plein de contenus Wallaxy et puis ils mettaient des marques de concurrents. Et à chaque fois, évidemment, ils présentaient les avantages et inconvénients de eux et du concurrent, en étant, je crois, plutôt honnête dans les avantages et les inconvénients. Mais vu que leur produit était cool, les gens le testaient, ils avaient des offres d'essai et tout, et ça permet de découvrir comme ça. Je pense qu'il faut, quand on peut, en tout cas dans le monde des SaaS, et notamment quand on va dans un monde où il y a déjà de la concurrence, faut pas avoir peur c'est smart, de... ça. C'est un peu comme les requêtes alternatives. Alternatives à machin. Exactement. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faisait contenu marque versus marque, et il faisait aussi, je crois, alternative à, et il faisait les différents concurrents. Et tout ça, c'est des marques, en tout cas, qui ont réussi à grossir. Et Wallaxy, il me semble que c'est quand même plutôt énorme aujourd'hui. Et voilà, en tout cas, il y a encore des choses à faire niveau SEO, mais évidemment, c'est pas du contenu IA fait à l'arrache, c'est des vrais bons contenus faits par des gens qui connaissent le domaine, qui faisaient des vrais tutos et qui incitaient à essayer le tool, quoi. J'ai un autre point dont je voulais évoquer. C'est tout ce qui est parasiting, donc le fait d'avoir des parasites. Et je pense que ça, nous, on connaît vachement les parasites dans l'affiliation. C'est genre, tu vas aller parasiter via des Le Point ou de n'importe quelle marque, t'achètes des articles dessus pour essayer de parasiter en mode essayer de mettre tes liens d'affiliation. Mais je pense que là où il y a des trucs qui sont sous-cotés, c'est de parasiter pour faire du branding. Oui. Et notamment, tu vois, typiquement, reprendre cet exemple par exemple, j'aurais une marque de compléments alimentaires, faire des articles. Je sais pas si ça marcherait, je pense qu'il faut réfléchir à la stratégie, mais acheter des articles sur Le Point ou Le Parisien ou qu'importe quel média accepte de vendre des articles, et faire mon avis sur, notre avis sur la marque machin, ou plutôt le concurrent, et là, c'est votre marque. Et en fait, il suffit que ça rank sur le avis plus le nom d'une marque, et les gens vont découvrir qu'il y a un concurrent, et ça peut, je pense, en parasiting, con, hein. réussir à faire du branding et commencer à se faire connaître comme ça. Encore une fois, c'est pas gratuit, ça va coûter des sous de faire ça, mais face à la concurrence, il y a moyen d'aller gratter des trucs comme ça qui, eux, peuvent claquer des milliers d'euros dans des campagnes de RP qui sont parfois marchent et parfois non. Alors que là, en étant un peu filou et en faisant ce genre de trucs, ça se trouve, il y a clairement des choses à faire. Donc voilà, c'est c'est pas con, ouais. pour pousser à la réflexion, mais je pense qu'il est... Nous, on le voit vraiment avec notre prisme d'affilié, mais à mon avis, il y a des choses à faire en branding, quoi. Ah, aussi, les infopreneurs, ça me fait penser que ceux qui achetaient les Forbes et tout ça. Chez Forbes, ouais, bien sûr. Tout le monde l'a fait. Enfin, beaucoup d'infopreneurs faisaient ça. Petit article Forbes. Forbes a parlé de moi et hop. Ouais, c'est ça. Ou même ceux qui arrivent je crois que tu peux passer sur BFM TV en local en payant. Tu vois, tu payes, je sais pas combien ça coûte, peut-être 1500 balles, et tu te fais interviewer sur BFM Business. Comme ça, tu as une vidéo après. Comme ça, tu as une vidéo où tu es sur un plateau de télé en train de parler de ton biz, et tout de suite, ça doit être hyper utile pour lever des fonds, ça, aux banques bullshit et tout. C'est globalement hyper utile pour la preuve sociale et pour vendre tout ce que tu as à vendre. Ça, c'est clair. T'as des petits trucs en taux restants? Non, c'est tout. J'avais dit, mais vous l'avez déjà évoqué rapidement, c'était de filmer quand t'es artisan, etc., de filmer sur TikTok les colis et tout, vous en avez déjà parlé. Ça, je pense que ça marche bien. Ouais. Moi, j'avais le positionnement, pareil, que j'aborde très vite fait, parce qu'en fait, on a déjà abordé le sujet, mais le fait d'être original, de communiquer d'une manière originale et d'aborder votre sujet, votre niche avec un angle qui est encore inconnu. Typiquement, il y a énormément de cas, mais je pense à un Américain, je crois, qui avait lancé
bouteille d'eau potable, je sais plus ce que c'était l'histoire. Et en gros, pareil, il faisait des micro-trottoirs en sortie de métro. Les gens, ils étaient un peu choqués. Et il avait buzzé grâce à ça. Et je crois qu'il avait vendu pas mal de bouteilles d'eau. Bref, je sais plus quelle est l'histoire, mais avec un axe original, vous aurez un edge. Et parce que je voulais aussi parler de la publicité et des creatives impactantes. Je pense notamment à 2 marques. C'est marrant parce que les 2 auxquelles je pense sont un peu tournées autour du même truc. Je pense à Boku. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Ouais, c'est les marque toilettes Boku. japonaises, c'est ça? Ouais, c'est les toilettes japonaises. Ah oui, c'est vrai. Et lui, donc je dis lui parce que c'est le cofondateur qui a fait les pubs parce qu'elles sont assez osées, on va dire, où il se filme autour de ça. Il y a un jeu de mots avec le nom de sa marque, il explique que son truc est très simple à installer, etc., etc. Et un peu avant, il y avait une autre marque un peu dans le même genre avec, vous savez, les toilettes où on fait en sorte de remonter un peu ses pieds pour aller chier, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et pareil, c'est une marque, mais ça, c'était il y a quelques années. Donc, c'était avant Boku, c'est un autre produit. Mais il y avait le c'était truc assez original le aussi rasoir sur aussi, là. Balls. Ça me dit rien, ça. Les rasoirs pour hommes de testicules, là. Ah, ok. Vous avez jamais vu? Je connais pas ça. Ah ouais, c'était pareil, c'était dans le même Ça, c'est délire. parce que t'as cliqué ça pour non, l'acheter, ça, du coup, ça- tu target. Ça s'appelait Balls, je crois. Oui, Ok. balls.co, vous irez voir. Ah ouais, mais tu vois, tout ce genre de truc un peu original. Bon, là, c'est original dans le concept comme dans la publicité. Donc, c'est ça qui fait que c'est rigolo. Mais on peut, je pense, encore aujourd'hui, avec des pubs, vraiment faire une diff et avoir un gros edge sur ses concurrents. Donc, c'est un métier. Je pense qu'il faut être. Enfin, c'est un métier. Je pense qu'en réalité, aujourd'hui, vous pouvez réussir à être original dans une pub sans pour autant passer par une agence qui va bien souvent vous scammer un peu, je pense, sur ce genre de truc. Mais en tout cas, ouais, il y a moyen. Ouais, clairement. Faut essayer de se dire qu'est-ce qui va faire le buzz. En fait, la problématique de la publicité aujourd'hui, c'est que c'est très plan-plan, hein. C'est rare ceux qui poussent vraiment le truc pour aller vraiment voir plus loin que ça, quoi. Moi, je voulais parler du point des micros-influenceurs. Je pense que quand on veut se lancer dans un petit marché, en fait, aller payer des gros influenceurs, c'est trop cher. Mais il y a des alternatives à ça qui seront d'aller chercher des micros-influenceurs qui sont très ciblés par rapport à vos besoins et qui, du coup, n'ont pas forcément des revendications énormes niveau argent. Peut-être qu'ils vous demanderont un peu d'argent et, par exemple, vos produits que vous vendez peut-être en gratos. Si c'est un SaaS, peut-être avoir un accès gratos pour un SaaS pendant un petit moment. Si vous faites du e-commerce, ça serait par exemple avoir des produits. Mais par exemple, imaginons que je veux me lancer demain dans la nourriture pour chiens, qui est un très gros marché. Il y a beaucoup d'argent dans tout ce qui touche aux animaux, par exemple. Et que j'ai lancé une nouvelle marque de croquettes qui est bio, éthique, responsable et je sais pas quoi, et que je veux la faire connaître. Ça va être assez compliqué au début d'aller vraiment me faire connaître comme ça. Alors que je pense que en allant voir des micros-influenceurs qui ont des chiens et qui ont et en fait vraiment multiplier les micro-influenceurs en leur proposant vos croquettes gratos, peut-être pendant 3 mois pour essayer. En fait, faut pas avoir peur de perdre des sous au début. Je pense qu'il y a clairement moyen de faire parler de sa marque par des petits influenceurs. Et en fait, s'il y a vraiment plusieurs petits influenceurs qui en parlent, ça va finir sans doute par en discuter un peu plus et grossir. Évidemment, encore une fois, faut-il que le produit soit à peu près correct et tout. On part du principe que vous avez une bonne chose à vendre, quoi. Mais je pense que les micro-influenceurs, il y a clairement des choses à faire. Et c'est comme tout, il y en a qui doivent se prendre pour vraiment des monstres. Ils ont genre 10 000 abonnés, mais ils se disent moi, je veux gagner 1 500 € par poste. Et il y en a d'autres qui vont sous-évaluer. Après, encore une fois, tout ça, c'est faire des deals avec ces personnes-là. Mais je pense que ça reste sous-évalué. Alors que par contre, les influenceurs ont vraiment les gros influenceurs qui sont passés en télé-réalité et tout. Je pense que eux, ça marche beaucoup moins bien qu'avant parce que ça a été essoré complètement les audiences par tous les trucs de merde en dropshipping. Parce que c'était la méta à un moment, tous ceux qui faisaient du drop passaient par des agences d'influenceurs et ils payaient et voilà, ça faisait du traf et des ventes. Je pense que ça, les gens ont compris qu'il y avait beaucoup de merde derrière ça. Mais je pense que des micros-influenceurs très targetés, il y a des choses à faire.
C'est rigolo parce que j'ai un cas concret, moi, assez récemment. Je sais pas si ça vous parle, Johan Solutions Digitales. Je crois pas. C'est un YouTuber qui parle globalement d'IA, que c'est assez chouette ce qu'il propose. Et j'ai jamais échangé avec lui du tout. Et il se trouve que dans une vidéo qu'il a fait il y a 8 jours au moment où je vous parle, là, il a parlé de Lucide pendant 4 minutes. Quelque chose comme ça, où il est sur Lucide en train de faire des trucs et tout. Donc sans affiliation, sans rien. Et on aurait pu imaginer que je paye pour ce placement, et ça nous a clairement rapporté des ventes derrière, tu vois. Donc on est sur quelqu'un, il a quand même 76 000 abonnés, lui, et la vidéo en question a fait 6200 vues en 8 jours. Ok. Et donc, tu vois, juste avec un impact qui reste pas un énorme impact, entre guillemets, en termes d'influence et de visibilité, mais en fait, c'est super sympa de sa part dans un premier temps de parler de nous. Et puis dans un second temps, nous, l'impact, on l'a quand même vu, quoi. Donc en fait, ça rejoint ce que tu dis, mais c'est une bonne idée de faire appel à des petits influenceurs. Moi, le prochain point que j'ai noté, c'est de mettre en place des potentiels programmes de fidélité, entre guillemets, ou en tout cas d'essayer de vous assurer à ce que les gens, il y ait une certaine récurrence que ça soit de vos visiteurs, que ça soit que vous essayez de capitaliser sur ce que vous avez déjà réussi à acquérir, entre guillemets. Et on le voit avec des grosses marques sur des gros e-commerce, peu importe la thématique, qui mettent en place ce type de programme de fidélité pour leurs clients. Mais je pense que c'est en fonction de la thématique et de qui vous êtes, à bosser sur un bon programme de fidélité assez rapidement. Ça rejoint d'une certaine manière, parce que affiliation et parrainage, c'est pas réellement la même chose. Vous avez des marques qui travaillent avec des affiliés, qui rémunèrent les affiliés, mais vous avez ces mêmes marques qui, pour les gens qui savent pas ce que c'est de l'affiliation, vont par exemple proposer, si vous faites rentrer votre ami, on lui donne 20 € et puis vous avez tant aussi. Enfin, et si vous voulez, c'est pas la même promesse. Mais c'est pareil, un petit programme de parrainage, ça peut être une bonne idée si votre thématique s'y prête. Et on a notamment, j'ai checké là vite fait pour savoir s'il n'y avait pas un cas sympa de growth hacking. Et par exemple, Dropbox, ils ont mis en place un programme de parrainage. Chaque utilisateur pouvait inviter des amis à rejoindre Dropbox, et à chaque fois qu'un nouvel utilisateur s'inscrivait via ce lien d'invitation, les deux parties recevaient un espace de stockage supplémentaire gratuit de 500 mégas chacun. Ce qui a clairement pu... c'est ce qui les a propulsés au début. C'est ce qui les a propulsés. Dropbox a vu sa base d'utilisateurs passer de 100 000 à 4 millions en 15 mois. Donc typiquement, donc là on est sur une méthode de growth hacking, mais c'est plus ou moins ce qu'on essaie d'expliquer depuis le début, toutes ces petites choses, ces petites stratégies, ces petits tricks qui vont vous permettre d'avoir une accélération de la visibilité malgré une absence de budget. Voilà, c'est pas une absence de budget, malgré sans pour autant claquer des tonnes d'argent dans votre projet, quoi. Ouais. Donc voilà, le petit programme de... Et moi, j'ai un dernier point, et vous me direz, je ne sais pas quelle est la légalité de ce que je vais dire, donc ça se trouve, vous le savez. Non, ça va, c'est pas trop border. Mais c'est louer des shouts d'email. Donc en gros, par exemple, moi j'ai une marque, je veux me lancer dans un domaine, et je sais qu'il y a des audiences qui ont de l'email, mais sans forcément proposer de l'affiliation ou des trucs comme ça, et ça serait juste par exemple dire... voilà, je sais que il y a un influenceur fitness qui a une base d'email, je suppose, ou qui a un moyen de communiquer avec son audience. Et on va dire que c'est des emails du coup. Moi, je le contacte et je lui dis, je veux pas de placement de produits dans des vidéos, je veux pas de placement de produits sur ses réseaux sociaux. Juste, je veux que dans un de ses emails, il parle de ma marque. Est-ce que c'est légal ça? Je suppose que oui, hein, parce qu'il a pas vendu ça. Je pense que le mec, du moment qu'il met que c'est sponsorisé, je vois pas où est le problème. Ouais. Tu vas être dans la légalité, c'est. Et ben ça, je pense c'est que du sponsoring de newsletter en gros là, c'est ce dont tu es en train de parler. Ah bah sans doute alors. C'est ça, c'est sponsoring de newsletter. Ok. Ouais. Il y en a qui monétisent clairement leur base comme ça. Hein.
Ok. juste via du sponsoring. D'ailleurs, c'est marrant, sur la partie IA assez mainstream, les news IA, les machins, il y a des mecs qui ont fait beaucoup d'acquisitions payantes pour construire leur base de données de gens intéressés par l'IA, et qui aujourd'hui, en fait, en chaque début de newsletter, tu as le sponsor du jour, et en fait, ils vendent le positionnement à des Ok. SaaS, à des marques. C'est un business à part entière. Bah, moi, je voyais pas ça forcément en mode sponsoring où tu as juste le truc et après la newsletter du jour. C'est plus, voilà, moi, si j'ai une marque de compléments alimentaires qui a un très gros marché dur à pénétrer aujourd'hui, bah, c'est que, je sais pas, je paye, je lui envoie des produits, il les teste et il en parle, mais dans sa newsletter, qui, je pense, a un impact assez fort et qui, je pense, peut vraiment bien marcher pour se faire connaître, quoi. Mm. Mais bon, au final, ça reste un peu du micro-influenceur. C'est juste une façon différente de le faire parce que par influenceur, en général, on imagine la vidéo TikTok qui Ouais. dit regardez le nouveau produit que j'ai reçu, je vais vous présenter ces super gélules. Voilà, c'est quand même un peu différent de ça, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué de trouver des gens qui ont des newsletters, grosso modo, des gens qui sont prêts à vendre de positionnement en newsletter, que de trouver des micro-influenceurs sur des réseaux sociaux, quoi. Parce que pour le Ouais. coup, la newsletter, c'est très très puissant. Quand c'est une vraie newsletter, enfin, on le sait, hein, si vous en avez une de newsletter, vous le savez aussi, c'est vraiment un super outil, quoi. Ouais. Et moi, le dernier point, bon, c'est pas vraiment un point à part entière, mais c'est juste, n'oubliez pas, là, globalement, on vous a proposé on a proposé des stratégies pas assez liées aux réseaux sociaux dans beaucoup de cas et tout. Le nerf de la guerre, c'est d'avoir une présence active et une régularité dans ce que vous publiez. C'est un peu comme tout, c'est un peu le jeu des réseaux. Il n'y a pas réellement de passivité, il faut être proactif et le rester. Voilà, on espère que cet épisode vous aura plu, que vous y avez trouvé des choses intéressantes. N'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Et puis n'hésitez pas non plus à nous laisser les petites étoiles sur Spotify et les autres plateformes de podcast si vous avez 2 secondes pour le faire. Un petit abonnement sur YouTube, un petit like, et on est bon. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao, Salut. ciao.